bonjour pour ceux qui nous rejoignent, toujours plus nombreux sur la plateforme Emerging Valley Online Edition. Plus de 2000 participants actuellement, des échanges intenses. Déjà près de 25 ateliers se sont déroulés depuis ce matin que vous pouvez tous retrouver grâce au replay sur la plateforme. Tout est gratuit. On est en train de faire le véritable Netflix de l'entrepreneuriat africain. Et les plénières également depuis hier après-midi qui sont également en accès libre, toutes transformées en replay automatiquement. Donc la plateforme vous attend. Venez revoir les éditions précédentes des sessions précédentes. Venez suivre celles en cours. Et là, maintenant, c'est le live. Maintenant, directement avec Deloitte. Deloitte qui est notre partenaire Platinum, Knowledge Partner, avec Mohamed Ali Malouche, associé Advisory, IDEO et secteur public chez Deloitte, qui va nous donner une masterclass, la masterclass sur l'open innovation entre l'Afrique et l'Europe. Comment faire de l'open innovation le levier de croissance pour les économies africaines. Mon cher Mohamed, comment vas-tu ? Écoute, merci beaucoup Samir, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va super bien. On est très heureux de t'avoir en direct depuis Tunis. The floor is yours. C'est parti pour le lancement de ta keynote. Ta présentation va apparaître et c'est parti. Merci infiniment Samir. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment ravi d'être avec vous à Emerging Valley et de côtoyer même virtuellement autant de talents et autant d'innovateurs. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est justement de l'innovation et plus particulièrement de l'open innovation, qui est un concept qui se développe de plus en plus dans le monde, pas assez encore en Afrique, mais qui est porteur de vraiment beaucoup d'espoir, à la fois pour vous, les startups, mais également pour tout le tissu économique, des PME, des grandes entreprises et également des gouvernements en Afrique. Voilà. Si on peut peut-être passer à la slide suivante. Merci. Donc, alors, qu'est-ce que l'open innovation et pourquoi c'est important ? Aujourd'hui, si vous êtes chef d'entreprise ou décideur dans le secteur public, il est fort probable que vous vous demandez régulièrement comment faire en sorte d'être plus innovant, plus impactant, comment s'inventer et vraiment se réinventer dans l'ère du digital. Et il s'avère que travailler avec des startups est, pour beaucoup d'entreprises et de gouvernements, un excellent moyen de relever ces défis d'innovation sous un angle nouveau. Aujourd'hui, il y a une réalisation collective dans le monde que l'entreprise et que les startups, en particulier dans la tech, le digital, ont un effet vraiment disruptive sur des industries entières. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises, les gouvernements ne voient plus les startups comme des jeunes en train d'essayer un truc ou une menace, mais comme des partenaires potentiels pour créer plus de valeur, pour servir les entreprises, leur innovation et puis la communauté de manière générale. Et donc l'open innovation, ça consiste pour une entreprise ou une entité publique à penser son innovation et sa recherche et son développement non plus d'un point de vue fermé, mais en intégrant des collaborations extérieures, notamment celles des startups. Et donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que le modèle en rouge à gauche, c'est les entreprises qui s'appuient fortement sur leur savoir-faire interne, sur leur base technologique existante pour créer de nouvelles idées, mais ces idées finalement, ce sont des idées relatives à leur expérience et si ça ne correspond pas à leur expérience, elles sont supprimées. Il n'y a pas de nouvelles idées qui émergent. Le modèle en vert, par contre, ça va au-delà des frontières de l'organisation à la recherche vraiment de nouvelles idées, de nouvelles technologies, et ça permet en fait d'élargir les offres et les services actuels avec des produits et des services potentiellement d'autres organisations. Donc, quels sont un peu les avantages ? Peut-être aller à la prochaine slide. Les avantages et les défis justement de l'open innovation. En termes d'entreprise, vraiment c'est un gain en compétences, c'est une réduction des coûts de recherche et de développement, c'est une accélération du time to market, c'est une meilleure compréhension des inputs marchés. Pour les startups, c'est évidemment l'opportunité de bénéficier d'un cadre de recherche, de l'infrastructure d'un grand partenaire, de son réseau, de son expérience, et puis également de son financement, sans qu'il y ait nécessairement une fusion ou une acquisition.
Bien évidemment, il y a des défis. Les défis sont plutôt d'ordre juridique. Il faut s'entendre sur le périmètre de cette coopération à l'avance. Il faut bien documenter ça dans des contrats, se faire aider surtout au niveau des startups par des avocats, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus sur la intellectual property, par exemple. Il y a des modèles de shared IP, mais surtout, il y a d'autres modèles. Il y a des modèles uniquement de coopération sur certains périmètres. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. C'est ça vraiment la clé. Et donc, pour ça, la prochaine slide explique justement les différents modèles d'open innovation. Il y a deux extrêmes. Des extrêmes donc, où il n'y a pas d'open innovation et des extrêmes d'open innovation qui sont vraiment reflétés dans le modèle open source. Donc, le côté faible, c'est de faire son innovation in-house. Le côté open source, c'est de faire son innovation en communauté. Et c'est le modèle qu'a choisi, par exemple, Wikipédia ou bien des plateformes comme Linux. Maintenant, au milieu, ce sont les trois types de modèles open innovation qui sont les plus courants. Le premier, c'est le modèle de l'outsourcing. Donc, on a une activité de recherche et de développement d'une entreprise qui est menée par des entités externes. Ça peut être des organismes de recherche, ça peut être des universités, ça peut être des startups. Mais essentiellement, la startup sera en position de prestataire de services. Ça a été le cas dans plusieurs grandes entreprises. WhatsApp, qui a eu recours à des startups et des développeurs en Russie. Slack, qui a eu recours à des développeurs et des startups au Canada pour développer leurs produits. Le deuxième type de open innovation, c'est un modèle de licensing, dans lequel les départements d'innovation de compagnies, de gouvernements identifient en fait des solutions externes et les acquièrent, souvent les récupèrent et les modifient. Ça a été le cas notamment pour des solutions e-commerce de grands groupes ou pour des boîtes comme GE ou Unilever qui sont vraiment friands de ce genre de modèle. Ils organisent des hackathons. GE, si vous allez dans leur site, vous allez voir une page web Open Innovation où ils sont en gros preneurs de toute innovation qui pourrait les aider. Puis le troisième modèle, c'est le modèle, je pense, le plus intéressant et qui est en train de le plus de se développer, c'est ce modèle de collaboration, de co-création, de co-design, où le risque est partagé et les rewards sont partagés. On le voit dans l'actualité aujourd'hui avec Pfizer et BioNTech qui ont développé en un temps record un vaccin pour contrer le Covid. Donc ça, c'est un exemple de open innovation où il y a eu effectivement une collaboration entre une grande entreprise et une entreprise de taille plus petite pour arriver à un résultat assez rapidement. De la même manière, BioNTech elle-même utilise des startups pour accélérer sa recherche et son développement. Le cas d'Enstadip, qui est une start-up africaine, tunisienne, en intelligence artificielle et qui aide BioNTech justement à mieux développer et développer plus rapidement ces solutions. Il y a d'autres exemples dans l'industrie, beaucoup d'autres exemples. Si on veut rester un peu dans malheureusement le thème du Covid, dans le médical, Medtronic, par exemple, a publié en fait ses technical requirements pour produire des ventilateurs pour que différentes startups autour du monde puissent justement les développer avec les mêmes standards que Medtronic fait. Voilà. Donc c'est un peu les différents modèles qui existent dans l'open innovation. Chacun de ces modèles a des chartes qui régissent un peu les interventions des uns et des autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de comprendre que l'IP peut être partagé. Il y a des IP shared rights, du shared ownership, comme ça peut être également d'autres types d'agreements, des marketing agreements, avec une ou l'autre partie qui garde l'IP. Donc il y a beaucoup de modèles, c'est faisable, c'est ce qui est en train de se passer à travers le monde. Maintenant, regardons l'Afrique, peut-être dans la prochaine slide. L'Afrique, c'est vraiment un formidable développement d'écosystèmes entrepreneuriaux dans les 10 dernières années qui a fait vraiment de l'Afrique et qui va faire de l'Afrique un hub innovant. L'Afrique innove, elle le fait relativement vite. Ce n'est pas encore tout à fait inclusif puisqu'il y a une concentration de cette innovation
dans certains hubs, mais à la limite, c'est normal. C'est normal qu'on fasse justement cette innovation dans des hubs et ensuite qu'il y ait un effet spillover. L'open innovation, par contre, n'est pas encore rentré dans les pratiques, encore dans les mœurs de la communauté entrepreneuriale africaine, bien que les choses vraiment changent vite. Et là, je vais prendre dans la slide d'après l'exemple justement de la Tunisie, où notamment, suite à la crise du Covid, on commence à voir des grands groupes privés, mais également des gouvernements, le gouvernement, qui commence à utiliser des idées, des concepts, des prototypes qui émanent de startups pour justement avancer leur innovation et pour aider à résoudre des grands problèmes de services publics ou de santé publique. Vous voyez le lancement, par exemple, de services de paiement mobile entre une grande banque et une start-up, l'exemple d'une solution e-commerce qui a été acquise dans un modèle de licensing par une grande enseigne de la distribution en Tunisie, un exemple également de Predictive Data Analytics avec l'Institut Pasteur pour prévoir l'évolution d'une pandémie et simuler les différents scénarios en fonction des mesures de confinement. Et puis, le dernier exemple, un robot qui patrouille dans une ville confinée avec le ministère de l'Intérieur et qui assure cette fonction de sécurité. Voilà, il y a beaucoup d'exemples similaires à travers l'Afrique, notamment les opérateurs télécoms sont très actifs et ont favorisé rapidement ce genre de partenariat Open Innovation. On voit que le secteur bancaire également, un peu plus prudent, mais qui commence vraiment à s'ouvrir à ce type de modèle. Puis les deux derniers slides, donc cette avant-dernière slide pour parler de comment accélérer et pérenniser cette Open Innovation en Afrique. Comme tout grand changement, il y a de la sensibilisation, il y a du change management à faire au niveau à la fois des États, parce que l'Open Innovation, c'est un moyen d'accélérer le développement, de créer beaucoup plus de richesses, beaucoup plus de valeur pour une économie, au niveau des grandes entreprises et au niveau des mindsets des entrepreneurs également qui ont des craintes, et c'est normal, d'aller travailler avec d'autres entreprises ou avec l'État. Et parce que justement cette maturité est encore relativement il n'y a pas encore de maturité, les États gagneraient justement à faciliter ces échanges entre le secteur privé et l'écosystème entrepreneurial pour vraiment faire un leapfrog effect. Des exemples comme renforcer l'open data, comme encourager des mécanismes de PPP avec l'intégration de startups. Je pense notamment à tous les projets de Smart Cities en Afrique, où beaucoup de startups sont déjà impliquées, mais pourraient être encore plus impliquées pour développer des solutions, pour digitaliser justement les services publics. Et puis évidemment des incentives, parce que les États peuvent mettre en place des mécanismes d'incitation justement à la coopération sur un modèle Open Innovation et également peut-être réserver une petite partie de leur propre contrat à des small businesses et des startups, comme ça se fait dans des Small Business Act à travers le monde. Voilà, j'aimerais conclure peut-être cette présentation avec cette dernière slide pour dire que nous, à Deloitte Afrique, nous sommes vraiment convaincus que cette Open Innovation, c'est un choix vraiment important pour l'Afrique, c'est un choix stratégique en tout cas pour nous. Nous travaillons avec des startups sur plusieurs programmes, nous travaillons également avec des grands clients, des gouvernements, et donc on est un acteur naturel pour amener un peu tout ce beau monde ensemble. Nous avons un ensemble d'outils pour favoriser la co-création, que ce soit notre greenhouse, notre lab d'innovation, notre garage qui est notre lab d'entrepreneuriat. Et on considère vraiment que l'open innovation et que l'innovation de manière générale, ça doit être un sport d'équipe. Et je suis ravi aujourd'hui d'annoncer que Deloitte Afrique va accompagner 5 lauréats. Donc ces 5 lauréats que vous voyez à l'écran, qui sont les lauréats Startup Emerging Mediterranean, dans un programme justement de mentorat et d'open innovation. Et puis j'espère qu'on vous donnera rendez-vous dans quelques mois au sommet des deux rives pour avoir un retour d'expérience sur ce programme qu'on compte lancer incessamment. Voilà, je vous remercie et à bientôt.
Merci beaucoup et merci pour cette magnifique keynote, ces insights de première main, cette manière aussi je dirais, démythifier l'Open Innovation et de la rendre accessible au grand public. Et merci pour cette annonce. C'est ce que nous voulions vous annoncer. C'est ce partenariat que nous venons de sceller, que nous vous annonçons ici en avant-première, entre Deloitte et Emerging Mediterranean. Deloitte va accompagner nos 5 lauréats Emerging Mediterranean. Je vous rappelle que Emerging Mediterranean, c'est l'initiative sur la Tech for Good en Méditerranée, labellisé Sommet des Deux Rives. Nous avons fait le sommet de lancement le 14 décembre dernier avec 5 startups lauréates de Mauritanie, de Tunisie, d'Algérie, de Libye et du Maroc. Et ces 5 startups que nous avons déjà commencé à accompagner vont bénéficier d'un renforcement de cet accompagnement, notamment sur les aspects Open Innovation et juridique, grâce à Deloitte. Et nous les en remercions et nous vous donnons rendez-vous en novembre prochain pour le Sommet des Deux Rives 2021, ici à Marseille, avec Deloitte, avec Emerging Mediterranean et nos startups lauréates. Merci beaucoup Mohamed, je te dis à très vite et c'est un plaisir, un honneur de collaborer avec des professionnels de l'Open Innovation comme Deloitte. Et ce sujet de l'Open Innovation, eh ben, on va aller encore un peu plus loin car il s'agit maintenant, dans le cadre de notre prochain panel, de discuter un petit peu quelle peut être la collaboration, quelles peuvent être les passerelles entre d'un côté les startups et les grands comptes. Et Mohamed Ali Malouche de Deloitte vient de nous donner une brillante illustration, mais aussi par rapport aux PME, qui ne sont pas forcément toutes dans le digital. Et en temps de crise Covid-19, c'est souvent très compliqué de travailler en silo. Il faut souvent faire des alliances. Et pour ça, nous avons la chance, et j'ai le bonheur d'accueillir Yves Delafont, qui est le président du réseau Africa Link, qui va modérer cette session avec nos intervenants qu'il va présenter, à savoir Emmanuel Noutari, Olivier Mathieu et Monsieur Assoué, le CEO de Djibouti Telecom. Yves Delafont, si tu peux me rejoindre, je te passe la main. On va